Bonsoir Vadim Sizonenko, merci beaucoup d'être là. Vous êtes premier conseiller de l'ambassade de Russie en France. Vous êtes l'une des voix de la Russie, une des voix officielles de la Russie en France. Je vous remercie beaucoup d'être là parce que vous prenez peu la parole et on voulait vous avoir sur ce plateau pour cette émission spéciale. On voulait vous montrer à vous aussi cette image qui nous a perturbé, qui a perturbé le gouvernement français. C'est une image qui a été dévoilée par le gouvernement français, par le ministre français des Armées ce soir. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est ce Sukhoi russe qui a frôlé à 3 reprises de manière agressive, c'est ce que dit le ministre des Armées français, un drone français. Justement, ça s'est passé au-dessus de la Méditerranée orientale. Je ne sais pas si on peut revoir cette image-là. Encore une fois, le gouvernement français parle d'un acte agressif de la part de la Russie. Pourquoi ce genre de provocation, Vadim Sizonenko, de la part de la Russie? Malheureusement, je n'ai pas suivi ce reportage et ces images. Vous n'avez pas vu ces images? Non, absolument. Ah. Voilà les images. Voilà. On voit le Sukhoi qui approche. On a une partie des images, évidemment. Et encore une fois, ce sont des images qui ont été dévoilées. Est-ce qu'il y a des dégâts rendus publics? Est-ce qu'il y a des dégâts du drone français? Il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas de dégâts. Mais, encore une fois, le gouvernement français parle d'un acte agressif de votre part, de la part de la Russie. Comment vous qualifiez ça? Et intentionnel, absolument. Vous savez, je n'ai aucune information à ce sujet. Puis je ne sais pas ce que je peux vous dire. Je ne suis pas un militaire, je ne suis pas un pilote. Donc, ce que je vois, c'est que 2 objets en air se rapprochent et puis c'est pas parti. Donc, pour vous, c'est anecdotique? C'est pas anecdotique, mais c'est une image, ce que je vois. Enfin, c'est pas anecdotique pour le ministre des Armées français, Sébastien Lecornu, qui pour le coup s'indigne de cette... De toute façon, vous pouvez vous adresser directement au ministère des Armées français ou bien au ministère russe de la Défense pour recevoir quelques commentaires à ce sujet. Vous n'avez pas de commentaires à faire. Qu'est-ce que vous dites ce soir? On va rappeler les informations de la soirée, les informations de la journée pour prendre les choses dans l'ordre. Les Américains qui annoncent le gel de l'aide militaire américaine à l'Ukraine. L'Ukraine, ce soir, dans la voix de Volodymyr Zelensky, qui dit qu'elle a besoin de ce soutien américain, qu'elle veut le soutien américain, qu'elle est prête à une trêve. Volodymyr Zelensky propose une trêve ce soir. Une trêve dans les airs, une trêve sur les mers, à condition que la Russie l'accepte aussi. Est-ce que vous êtes prêt à cette trêve ce soir? Donc, on peut commencer par la décision, des autorités américaines sur la suspension de son aide militaire et financière. Donc, à première vue, cette dette financière et militaire de la part des pays occidentaux en faveur du régime de Kiev est un seul moyen pour le régime de Kiev d'assurer sa capacité de poursuivre la guerre. Et dans ce cas-là, une décision des autorités américaines de suspendre leur aide, ça pourrait amener le régime de Kiev à une idée qu'il y a des options, des solutions non pas militaire du règlement du conflit. Voilà. Donc, mais vous accueillez favorablement la décision américaine, la décision de Trump de geler l'aide militaire? C'est plutôt positivement. Vous considérez que c'est une victoire pour la Russie? C'est pas victoire. C'est une petite contribution à l'avancement du règlement. Il y a beaucoup de petites contributions ces derniers temps de la part de Donald Trump vis-à-vis des Russes concernant à la fois les conditions de paix, concernant les conditions qu'il impose à Volodymyr Zelensky. Ce qu'il faut faire, c'est de parvenir à une paix durable et à long terme, pas à une trêve. Vous êtes prêt à la paix ce soir? Moi? Oui. La Russie et moi sont toujours prêts à la paix. Parce que ce n'est pas l'impression que ça donne depuis 3 ans, avec cette guerre que vous avez déclenchée. Mais de toute façon, c'est pas la guerre, c'est une opération spéciale militaire. Oui. Oui. C'est une opération spéciale militaire qui a été une réponse à l'agression du régime de Kiev contre la population civile de Donbass. Nous ne sommes pas. La Russie n'est pas agresseur. La Russie défendeur du Donbass.
Là-dessus, on n'aura pas de point d'accord. Effectivement, la Russie est l'agresseur depuis 3 ans, du territoire ukrainien. Mais vous dites que vous êtes prêt à la paix. La paix sous quelles conditions? Et d'abord, une première condition. Est-ce que la paix, cette paix, pourrait se faire avec Volodymyr Zelensky? Vous savez, la question de Zelensky est un peu compliquée. Premièrement, il y a quelques années, comme vous rappelez aussi, Zelensky, à l'époque, président ukrainien légitime, a rendu public un décret qui a, lui, interdit de mener toute pour parler avec la Russie, avec le président Poutine. Et maintenant, pour ouvrir la voie vers le pourparlers, pour balayer cet obstacle, il faut bien annuler ce décret. Zelensky dit qu'il est prêt désormais à négocier avec Poutine. Comment le faire? Zelensky n'est plus président légitime. Pourquoi? Son mandat présidentiel a expiré il y a 10 mois, il y a une environ. On est en état de guerre, donc ils ne peuvent pas organiser des élections. La constitution ukrainienne ne prévoit pas la prolongation du mandat présidentiel. La constitution russe ne prévoyait pas non plus la prolongation éternelle du mandat de M. Poutine. Ouais. Ça, c'est un fait aussi. Mais de toute façon, tous les amendements de notre constitution ont été effectués par le référendum universel. Toute la population, toutes les Russes ont voté. Je crois que le référendum, c'est une chose très intéressante pour la France. Mais pour autant, poursuivant la question de Maxime Switek, est-ce qu'aujourd'hui, la Russie peut accepter d'entamer des négociations conduites par le président Zelensky, ou bien est-ce qu'elle le refuse totalement? Si vous me permettez, je poursuis mes approches. Ce ne sont pas les liens bien, mais quand même. Et une autre question, ça c'est en ce qui concerne Zelensky. Oui. Il n'est plus en ce qui concerne la constitution ukrainienne. La constitution ukrainienne prévoit que dans cette situation, que ça c'est le président du Parlement ukrainien, de la Rada ukrainienne qui peut exercer les engagements de chef d'État. De toute façon, à quel titre Zelensky va prendre part aux négociations? Donc pour vous, il ne peut pas y avoir de paix avec Zelensky. Comme chef d'État. Mais pour dire les choses clairement, M. Susanenko, il ne peut pas y avoir de paix avec Zelensky dans les parages. Mais de toute façon, ça c'est à l'Ukraine de déterminer son rôle, son statut dans les pourparlers. Pas de chef d'État, mais il y a d'autres postes. Mais il peut participer sans être officiellement, selon vous, le chef d'État. Est-ce que Vladimir Poutine peut dialoguer avec lui directement? Je ne sais pas, il faut demander à Poutine, mais de toute façon, maintenant c'est très difficile. De plus, vous vous rappelez très bien qu'il y a quelques jours à Washington, lors de la rencontre avec Trump, Zelensky a manifesté d'une façon très claire ses capacités de négociateur qui respecte son partenaire et ses intérêts. Ce soir, il dit qu'il veut renouer justement avec Donald Trump et il se montre reconnaissant de l'aide militaire américaine, comme l'avait demandé le président américain. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Une autre chose, puisqu'on parle des conditions qui pourraient amener à la paix, il y a une idée qui serait d'envoyer des troupes européennes, s'il y avait accord de paix, pour vérifier que l'accord de paix est précisément respecté. Des troupes britanniques éventuellement, des troupes françaises éventuellement. Donald Trump a expliqué à la face du monde que Vladimir Poutine était d'accord avec cette idée-là. Est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que vous pourriez accepter que des troupes européennes viennent vérifier que l'accord de paix est respecté? Avant de parler du déploiement des forces de ce soir, disons, de maintien de paix, il faut dire que une paix durable et à long terme et un accord sur cette paix doit contenir les garanties solides de la sécurité de la Russie.
Je voudrais faire un petit contexte histoire. L'opération spéciale militaire a commencé à cause du refus de l'Occident de prendre en considération les garanties de sécurité de la Russie. On parle ici beaucoup de la garantie de l'Ukraine, c'est bon, ça c'est un bon principe. Rien sur l'Ukraine sans l'Ukraine. Vous réclamez des garanties de sécurité pour la Russie, c'est normal que l'Ukraine réclame des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Mais on ne voit pas les événements concernant la situation en Ukraine avec la Russie, avec la participation de la Russie. Et aucune discussion au sujet de la garantie de sécurité de la Russie n'est lancée au niveau officiel. Quelles sont les conditions que vous demandez? Même au niveau d'experts. Notre plateau est une bonne exception à ce sujet, hein, puisque vous avez accordé une bonne opportunité de l'exposer. Et on aimerait savoir quelles sont les conditions posées par la Russie pour signer un éventuel cessez-le-feu ou accord de paix. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que la Russie demande? Ce que je dis. Un accord de contenir les garanties solides de la sécurité. Mais lesquelles? Lesquelles? La démilitarisation de l'Ukraine et sa non-adhésion à l'OTAN. Le refus de Kiev à l'idéologie néo-nazie, nationaliste et raciste. Puis, vous êtes toujours persuadé que l'Ukraine est dirigée par des nazis, que Volodymyr Zelensky est un nazi? Le régime de Kiev est de caractère nazi. Bien qu'il soit dirigé par un juif. Pardon? Bien que Zelensky soit juif. Vous savez, c'est pas la question d'originalité, de nationalité de quelqu'un. Ça, c'est la question de la politique à effectuer. Ça, c'est la suppression des minorités nationales en Russie. Ça, c'est comment? Vous savez, on a tué les Russes pendant 8 ans. 10 000 des Ukrainiens du Donbass ont parlant russe. été tués au Donbass. Oui, des habitants du Donbass. Oui, c'est ça, absolument. Et de toute façon, ce que je fais, les représentants du régime de Kiev, après le coup d'État, ça c'est après quelques semaines d'avoir prendre le pouvoir, ça c'est d'annuler le statut officiel de la langue russe. On a commencé par ça. Et prenons la question autrement sur les troupes françaises en Ukraine. Est-ce que ça serait un acte hostile à la Russie, considéré comme tel? Est-ce que ça serait une déclaration hostile ou même, pourquoi pas, une déclaration de guerre à la Russie s'il y avait des troupes françaises, britanniques en Ukraine? Et ce sera la vous savez, les pays occidentaux, en particulier les pays européens, prennent part, en fait, à une guerre par procuration contre la Russie. Et dans cette situation d'envisager le déploiement de ces soldats, de ces armées sur le sol ukrainien, ce n'est pas justifié. Je ne vois pas comment le faire. De toute façon, la Russie et les autorités russes à maintes reprises a dit que le déploiement des troupes européennes sous n'importe quel drapeau, soit national, soit de l'OTAN, soit de l'Union européenne, ce n'est pas acceptable pour la Russie. Et sous le mandat de l'ONU, dernière question, sous le mandat des Nations Unies, est-ce que la Russie pourrait l'accepter? C'est une bonne question. Puisque vous savez, le déploiement des forces de maintien de paix se relève uniquement à la compétence de l'ONU, pas à Londres, pas à Paris ou bien à quelqu'un d'autre. Et donc, ça serait acceptable par Poutine? De toute façon, ça doit être accepté par toutes les parties du conflit. Donald Trump mettrait son veto. Merci Vadim Sizonenko d'avoir été notre Merci d'avoir été invité sur ce plateau ce soir. Ce soir, Ulysse, est-ce que vous voyez dans les déclarations de Vadim Sizonenko une porte d'ouverture? Non, d'abord, il faut remarquer que
la position exprimée par le porte-parole de l'ambassade de Russie, qui continue à dire qu'il s'agit d'une opération spéciale et pas d'une guerre. Donald Trump dit exactement le contraire. Il dit que c'est une guerre qui a fait près d'1 million de morts et de blessés. Donc sur ce point, vous êtes en désaccord avec Donald Trump et avec les Européens qui voient qu'il y a eu effectivement, depuis 3 ans, à la fois une invasion de l'Ukraine et une guerre menée contre l'Ukraine, même si vous l'appelez opération spéciale. Donc ça, c'est la première remarque. La deuxième chose, c'est que je vois que le représentant de la Russie exclut l'idée de troupes européennes en tant que telles en Russie, ça il le dit clairement. Par contre, et c'est peut-être l'une des portes d'ouverture au règlement de ce conflit, s'il y avait un cessez-le-feu et s'il y avait un mandat des Nations Unies, est-ce qu'il pourrait être possible d'envisager d'envoyer des troupes de maintien de la paix européennes, et pas seulement d'ailleurs, ça pourrait être des troupes turques éventuellement, ou des troupes chinoises, ou des troupes, je ne sais pas, du Sri Lanka, alors il ne dit pas non. Est-ce que ça voudrait dire que la Russie voterait aux Nations Unies une telle résolution ? La question est posée. Bon, la question est posée. Merci en tout cas. Merci Ulysse.